J'aurais aimé connaître ce que je m'apprête à vous dévoiler beaucoup plus tôt. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre qui s'appelle Changer la donne et j'ai de nombreux retours positifs sur ce livre. Donc, je vous encourage vraiment, j'en fais un petit peu la promo, à vous le procurer. Bienvenue, c'est Renaud. Vous voulez améliorer ou transformer votre vie, vous avez bien raison et en plus, vous êtes au bon endroit. Je vous aide grâce à mon expérience, mais aussi avec des méthodes qui sont simples, qui sont efficaces, ainsi que des études qui sont scientifiquement prouvées. Juste avant de commencer, pensez simplement à vous abonner, activer la cloche de notification, comme ça vous recevrez régulièrement tous mes conseils pour améliorer votre vie dès maintenant. Alors, la pire des choses en fait, qui peut nous barrer la route pour réussir, c'est la peur d'échouer. C'est elle qui va nous empêcher la plupart du temps de changer de vie, de prendre des risques. Alors que, bien évidemment, le plus grand risque, c'est de n'en prendre aucun. De ne pas agir quand notre instinct, surtout, nous pousse à l'action. Malheureusement, dans notre culture, l'échec, il est très mal vu. C'est synonyme de faiblesse, de médiocrité, et on peut vite être mis, vous savez, un petit peu dans une catégorie de loser quand on se plante, quand on échoue. Et ça, dès notre enfance, on nous apprend qu'on doit tout réussir. On doit réussir nos devoirs, on doit réussir nos examens pour enfin réussir notre carrière professionnelle. Et si on choisit par la suite d'être un entrepreneur, la faillite ou le dépôt de bilan, ça peut vraiment nous marquer en rouge auprès des banques et auprès des gens en général. Personnellement, j'ai connu 2 dépôts de bilan, donc je peux vous dire que je sais de quoi je parle, mais en tout cas, ça m'a vraiment pas empêché de continuer, de rebondir, même si ça reste des périodes qui sont compliquées, en tout cas à rebondir, à gagner encore plus d'argent à chaque fois, donc heureusement même peut-être que j'ai eu ces échecs-là. À chaque fois, j'en suis revenu encore plus fort et encore plus riche. Et ça, c'est le cas surtout en France et j'ai envie de dire en Europe. Alors qu'aux États-Unis, les échecs, ils sont plutôt perçus comme des expériences, ils sont perçus comme un apprentissage sur la route qui va nous mener vers le succès. Alors, avant de vous donner des cas concrets de personnes qui ont échoué lamentablement avant de réussir brillamment leur vie, laissez-moi vous rappeler que l'échec est inévitable pour notre évolution au niveau personnel et général. Les gens qui changent la donne, ils l'ont compris et ils ont intégré ce processus d'échec dans les révolutions. Alors évidemment, ils préfèrent réussir, mais ils ont compris que l'échec, c'était simplement une étape à franchir avant d'arriver à l'endroit avant d'atteindre plutôt leurs objectifs. Et aussi simple que ça puisse paraître, nous allons devoir échouer plusieurs fois avant de réussir. Ça, c'est une loi universelle. Il suffit simplement de se replonger quelques années en arrière, et voire quelques décennies pour certains, et de vous rappeler un peu quand vous étiez bébé, après avoir passé plusieurs mois où vous vous traînez à 4 pattes, bien évidemment, il y a un moment où il faut se lever, et il y a un moment où vous avez essayé de marcher. D'abord, la plupart du temps, les premiers pas, vous ne les faisiez pas tout seul. Vous tenez la main d'un adulte. Et ensuite, vous accrochez aux meubles, à ce que vous pouviez trouver. Et c'est après, après avoir essayé de faire vos premiers pas, et forcément, vous ne faisiez que tomber plusieurs fois, instinctivement, vous vous releviez et vous recommenciez, et la plupart du temps même, encouragé par l'œil bienveillant de votre famille, de votre entourage, bref, des gens, des adultes qui étaient autour de vous. Ensuite, vous avez forcément donc pris confiance en vous et vous teniez absolument à marcher seul. Vous refusiez même certaines fois qu'on vous tienne la main. Et les chutes, à ce moment-là, elles étaient encore plus violentes. Vous prenez des coins de table, vous prenez forcément, vous tombez directement, c'était pas tout le temps dans l'herbe, il pouvait y avoir du carrelage ou du béton, et c'était assez dur. Donc, on a quand même à ce moment-là une période où on a des bleus, on a des bosses, on saigne, bref. Mais en tout cas, ça fait partie de l'apprentissage. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est à ce moment-là, est-ce que vous vous dites, ou est-ce que vous vous étiez dit, je ne suis pas fait pour marcher, la marche, c'est pas pour moi. De toute manière, j'y arriverai jamais. Les autres, ils le font, c'est simplement parce qu'ils sont doués, mais moi, j'y arrive pas, et j'essaierai plus tard. Je vais plutôt rester le cul par terre à regarder les autres faire. Bien sûr que non, parce que vous ne voulez tout simplement pas être spectateur et regarder les autres le faire. Vous vouliez être acteur de votre vie, de votre liberté. Vous vous concentriez tout simplement pour recommencer une fois de plus. Alors, vous allez peut-être me dire que c'est naturel de marcher et que l'unique raison, c'est dans nos gènes, j'ai envie de dire. C'est dans la nature humaine, l'homme, il est fait pour marcher. Ok, mais alors laissez-moi vous dire autre chose. Qu'est-ce qu'il en est, par exemple, du vélo? Est-ce que c'est naturel d'utiliser un objet qui est fait par l'homme pour se déplacer? Non. Pourtant,
Moi, je me rappelle, les premières fois où j'ai fait du vélo, je me suis pris de sacrées gamelles, et puis forcément, en apprenant, tout le monde, tenir l'équilibre d'abord avec une roue sur le côté, ensuite sans. Eh bien, tout ça, ça demande de l'apprentissage. Ça demande également du courage, il faut surmonter sa peur, et surtout la peur de tomber. Et pourtant, on a tous essayé, et on a tous réussi. Et il y a plein d'exemples comme ça. Les livres, c'est pareil. Moi, au départ, quand je voyais un livre et que je ne savais pas lire, je me demandais comment c'était possible d'arriver à déchiffrer toutes ces lettres. Je me disais, waouh, franchement, j'y arriverai jamais. Et pourtant, encouragé et guidé par l'éducation, eh ben, j'ai réussi, comme presque tout le monde, à lire et à écrire. Et à ce moment-là, il n'y a personne qui nous a dit, oh non, non, commence pas à lire, commence pas à écrire, c'est vraiment trop compliqué, laisse tomber, tu t'y arriveras pas. Non, non, on est encouragé. Eh bien, il en est de même avec d'autres domaines. Alors, je ne vais pas tous les énumérer, mais on apprend bien à conduire une voiture, on apprend une langue étrangère, on apprend un nouveau métier. Alors, pourquoi on doit être si réfractaire à l'échec? Pourquoi ne voulons-nous pas tout simplement nous permettre d'atteindre la vie qu'on veut simplement par peur d'échec? En grandissant, on est très vite confronté à la comparaison par rapport aux autres. Alors, la comparaison, ça va être par nos parents, mais aussi nos professeurs et même y compris nos entraîneurs sportifs. Et des fois, ça part d'un bon sentiment. Ils veulent juste que nous soyons meilleurs, nous poussons à être meilleurs. Mais le problème, c'est qu'on commence à être critiqués, rabaissés. Et eh bien, nos mauvaises performances sportives, des fois, peuvent nous laisser même sur le banc de touche. Alors, peu à peu, eh bien, la peur et le doute, elles peuvent s'installer en nous, comme ça, sans qu'on s'en rende compte, et nous empêcher de nous exposer par peur tout simplement de ne pas y arriver. Alors, on préfère ne rien faire plutôt que de ne pas se tromper, comme ça on est tranquille. Eh bien, c'est quand même vraiment trop dommage. Il y a tellement de vies qui sont gâchées à cause de ça. Chacun de nous, même si on paraît tous identiques, on a nos propres aptitudes, on a nos propres talents. Et ben, on est forcément doué dans un domaine, c'est simplement à nous de le découvrir. Et on n'est pas tous doués dans les mêmes domaines. On ne va pas demander à Mbappé de s'améliorer au tennis ou au basket. Ils vont s'améliorer dans le sport dans lequel ils sont talentueux. Le sport en même temps qui les passionne, qui les anime et qu'ils aiment par-dessus tout. Ce qui est dommage, c'est qu'à l'école, eh bien, on doit être bon dans toutes les matières. On doit avoir la moyenne. Moi, ça me fait penser un petit peu, c'est comme si à l'âge adulte, on devait savoir faire du pain, réparer une voiture, construire une maison, soigner des gens. Bref, c'est pas comme ça que ça marche. Travailler sur nos faiblesses, eh bien, c'est frustrant en plus, car nos progrès sont lents. On ne devient pas excellent. Alors pourquoi ne pas nous concentrer sur ce qu'on aime faire et ce sur quoi on est doué? Quand on se perfectionne sur nos aptitudes, eh bien, on prend forcément plus de plaisir. On devient bon, voire pour certains excellent. Alors, on ne deviendra pas tous avocats, médecins ou avocats ou architectes. Donc, l'école, elle ne sert pas pour tout. Maintenant, l'école, elle est nécessaire. Et je pense qu'on lui apporte simplement un peu trop d'importance. Ce n'est pas une finalité. Et on doit nous ouvrir à des connaissances au-delà de l'école, et ça, y compris dès notre plus jeune âge. Personnellement, je suis pour une scolarité suffisante, pour ne pas être déscolarisé, déconnecté de la société. Mais franchement, il y a trop de matières qui ne servent à rien, qui vont nous être inutiles dans notre vie. Bon, ça peut nous apprendre à apprendre à faire fonctionner notre cerveau, on pourra dire. Mais c'est quand même beaucoup, beaucoup de temps perdu. Et notre temps, eh bien, il est limité sur Terre. Alors, concentrons-nous plutôt sur nos forces et non sur nos faiblesses. Je pense aussi que l'école, elle était adaptée il y a des dizaines d'années, parce que les gens, ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire, donc il fallait vraiment qu'ils soient insérés de cette manière-là dans la vie active. Mais le monde aujourd'hui, il change tellement vite que ces méthodes, elles vont vite être dépassées et qu'on doit, nous apprendre des nouvelles compétences chaque année. Et avant d'apprendre des choses sur des matières, la première des choses qu'on devrait faire, c'est apprendre des choses sur nous-mêmes, apprendre à mieux nous connaître nous-mêmes. Et ça, malheureusement, le système éducatif, il ne le fait pas. Alors il commence un petit peu à revoir son système de notation, il tend maintenant à encourager les élèves plutôt qu'à les juger, mais à mon sens, encore une fois, il lui reste encore beaucoup d'améliorations à apporter. À l'école, nos professeurs nous encouragent à être sérieux, ordonnés, prudents, afin qu'on soit canalisés. Et les élèves qui vont être plutôt extravertis, enclins à remettre en cause une partie des cours, voulant critiquer et bavarder, ils vont rapidement être sanctionnés. Bon, pour ça, je sais de quoi je parle. Eh bien pourtant, les statistiques prouvent maintenant que ce sont justement ces élèves qui réussissent le mieux,
C'est ceux en fait qui n'ont pas appris leur cours bêtement parce que on apprend, on répète. C'est pas une preuve d'intelligence. Et quand vous êtes dans la vie active, ça va pas être les diplômes qui vont vous servir, mais ça va être votre créativité, votre capacité d'innover et surtout votre bon sens. Et il n'y a pas qu'une seule forme d'intelligence, ils sont multiples et on a tous des aptitudes différentes. Alors je vais justement vous en parler un petit peu dans cette vidéo. Elles sont répertoriées par catégorie et elles sont utiles dans différents domaines d'activité. Alors même si, comment dire, on possède tous ces intelligences, on n'est pas égaux. C'est pour cette raison que certains ils vont être bons en maths et d'autres ils vont avoir des grosses difficultés, ils vont être bons plutôt dans les langues étrangères, dans le maniement des mots. D'autres formes d'intelligence ont donc été répertoriées comme l'intelligence spatiale, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont savoir s'orienter, elles vont se repérer et se visualiser facilement dans l'espace, sur une carte ou dans un milieu naturel. Elles sauront facilement se situer. Ensuite vient l'intelligence intrapersonnelle. Elle permet d'être connecté à ses émotions et à ses besoins profonds. Cette intelligence, elle permet de bien gérer sa vie, d'être aligné surtout avec ses valeurs. Vous avez également l'intelligence émotionnelle qui paraît une compréhension des autres grâce à une capacité à l'empathie. Et grâce à cette qualité d'écoute, de se mettre à la place des autres, les personnes ayant cette intelligence, elles pourront plus facilement gérer les conflits et les relations avec les autres personnes. Ensuite, il y a l'intelligence corporelle kinesthésique qui permet une excellente coordination des gestes et ça, c'est vraiment très utile pour les activités physiques. Les sportifs de haut niveau, les danseurs, les acrobates, ils bénéficient de cette particularité. Il y a aussi l'intelligence musicale et rythmique qui permet aux artistes de composer des mélodies, des textes et de savoir jouer en fait d'un ou même voire de plusieurs instruments de musique. Vous avez l'intelligence naturaliste écologique qui permet d'être proche des animaux, d'être proche de la nature et de l'environnement. Cette sensibilité facilite la compréhension de toutes les formes de vie sur Terre, ainsi que l'impact de l'homme sur la planète et sur l'environnement. L'intelligence spirituelle, elle, permet de donner un sens à votre vie et elle vous invite à vous questionner sur ce que vous faites sur Terre. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'elle tend à l'accomplissement de un peu ce qu'on peut dire sa mission de vie ou sa légende personnelle. L'intelligence financière, elle aussi, permet à certains de s'enrichir et de prospérer. Ils comprennent comment fonctionnent les finances, quel que soit leur domaine d'activité. C'est donc grâce à toutes ces intelligences que des gens mauvais à l'école ont mieux réussi leur vie que les premiers de la classe. C'est donc à nous de trouver un domaine qui va nous passionner, qui nous passionne, pour lequel on va passer beaucoup plus de temps pour améliorer nos compétences et ça ne sera vraiment pas du temps perdu et ça ressemblera même pas à un travail mais à du plaisir. On supportera mieux dans ce cas-là les échecs en aimant ce qu'on fait et on gardera notre enthousiasme après des défaites et on deviendra meilleur et ça se fera naturellement. Si au contraire, on n'aime pas ce qu'on fait, notre motivation du début, elle ne suffira pas. Derrière chacun de nos échecs se trouve une grande opportunité de grandir. Et soit c'est un moyen de changer de direction, ou alors soit carrément de transformer cet échec en réussite. Aussi simple que ça peut paraître, on réussira à changer la donne en cumulant les erreurs. Avant de marquer un but, un joueur il doit tirer plusieurs fois. Il y en a qui arrivent du premier coup, mais vous savez ce que je veux dire. Il faut faire plusieurs tentatives. Avant de remporter un championnat, une équipe, elle doit en perdre et apprendre de ses erreurs. Avant de trouver le bon partenaire, on doit en rencontrer peut-être plusieurs avant de trouver la bonne personne. Et c'est ainsi, la vie elle est comme ça, mais on a tendance à l'oublier et on voudrait que les choses elles arrivent comme ça, du premier coup. L'échec doit donc être considéré comme un indicateur afin de nous rapprocher de notre objectif final. Il doit servir à ajuster nos gestes, modifier notre comportement et rectifier nos erreurs. Sans lui, aucune réussite n'est possible. Il fait tout simplement partie du processus et il ne doit en aucun cas être considéré comme une finalité. Que ce soit des petits échecs comme des plus grands, il est toujours possible de recommencer et d'essayer encore une fois. L'important, c'est de rester dans le jeu et de ne pas abandonner. Lorsqu'on est déprimé parce qu'on s'est planté et qu'on est complètement abattu après peut-être un terrible échec, il est important de dédramatiser et de rester dans le jeu. Alors, voici un exercice à réaliser pour traverser ces épreuves. Premièrement, admettez que vous avez fait de votre mieux, compte tenu de l'expérience, des connaissances et des compétences dont vous disposiez à ce moment précis. Deuxièmement, reconnaissez que vous avez survécu et que vous pouvez composer avec l'ensemble des conséquences et des résultats de cet échec.
Troisièmement, vous pouvez écrire ce que vous avez appris, les leçons que vous en avez retirées. Et ça, vous pouvez le relire régulièrement. Vous pouvez également demander aux personnes qui étaient impliquées de près, ou votre famille, vos employés, bref, qu'est-ce qu'ils ont retenu de cet échec. Quatrièmement, vous pouvez remercier les personnes qui vous ont fait part de leurs réactions et de leurs commentaires. Ne tenez pas compte, bien évidemment, des blâmes et des argumentaires qui sont accusateurs. Ça ne sert à rien, c'est tout simplement une perte de temps. Par contre, vous pouvez garder toutes les bonnes réactions et tout ce qui peut vous servir dans l'avenir, justement pour vous corriger, et le reste, vous l'oubliez. Cinquièmement, vous pouvez réparer les dégâts causés et faites le nécessaire pour clore l'expérience, y compris vos excuses et vos regrets appropriés. N'essayez surtout pas de cacher votre échec. Sixièmement, prenez du recul et remémorez-vous certains succès du passé. C'est important de vous rappeler que vous avez eu beaucoup plus de succès que d'échecs. Mais ça, en général, vous les oubliez. Vous avez fait bien plus de choses correctement que vous n'en avez fait incorrectement, ou que vous en avez fait de travers, on va dire. Septièmement, remettez-vous sur pied. Passez du temps en compagnie d'amis qui sont positifs, des membres de votre famille qui sont bienveillants, et aussi des collègues qui vont réaffirmer vos mérites et la valeur de votre contribution. Huitièmement, tournez-vous maintenant vers l'avenir. Intégrez les leçons apprises. Réaffirmez votre engagement pour vos plans initiaux, ou alors vous en créez de nouveaux, et remettez-vous tout simplement en marche. C'est encore une fois de rester dans le jeu. Il faut rester dans le jeu, continuer d'avancer vers la réalisation de vos rêves. Alors vous savez, on entend souvent une phrase, l'important n'est pas de commettre une erreur, l'important c'est de ne pas commettre deux fois la même erreur. Ça, on l'a tous entendu. Si se remettre en question suite à un échec est nécessaire, je trouve que cette phrase, elle est complètement idiote et réductrice. Moi, j'ai préféré plutôt dire à la place que j'ai pas commis deux fois la même erreur, mais peut-être 4, 5 ou 6 fois. Mais à force, j'ai fini par apprendre et à ne pas recommencer. Ça peut être une manière de dédramatiser et d'accepter que, la plupart du temps, il nous faut un peu plus de temps que prévu pour apprendre. Et l'important est de ne pas se laisser décourager par les circonstances extérieures et surtout notre dialogue interne qui peut jouer contre nous. Si vous avez envie de savoir comment changer votre situation actuelle vers la vie que vous désirez, je vous conseille de télécharger gratuitement ma formation « Changer la donne en 90 minutes ». Ça peut vous faire le premier pas vers votre cadre de vie idéal. Et pour ça, il faut des bons outils, il faut des bonnes méthodes et vous les trouverez facilement dans cette formation. De nombreuses personnes en profitent déjà et commencent à avoir des résultats. Et il y en a d'autres avec qui je suis personnellement en interaction qui ont carrément modifié leur vie, qui ont carrément changé à 180 degrés leur vie. Donc, je vous encourage à faire la même chose. Si vous avez aimé cette vidéo, le seul moyen de le savoir, c'est qu'il y ait une petite interaction. Donc, pourquoi pas un like et encore mieux, peut-être un commentaire. En attendant, je vous souhaite tout le bonheur du monde.